avec donc 10 délibérations à l'ordre du jour, dont notamment une délibération pour l'élection des délégués titulaires et suppléants pour les élections sénatoriales. Donc ça va du coup occuper une grosse partie de notre conseil municipal, avec forcément une application qu'on doit mettre à une étape qui est toujours un peu particulière. Hein. C'est une étape qu'on fait qu'une fois par mandat, avec une procédure importante, puisque je rappelle que tous les conseils municipaux se réunissent ce soir pour ce même sujet dans les Landes, et donc du coup on va prendre le temps pour pas faire d'erreur, et on va prendre un peu de temps pour ces opérations importantes, et ensuite on déroulera l'ordre du conseil municipal. Alors, je vous propose de déjà passer à l'ordre du jour. Donc, Julien, à l'appel. Julien Fichot présent. Laurence Gutiérrez. Présente. Gilles Penoche donc a donné pouvoir à moi-même, à Julien Fichot. Vanessa Moller. Philippe Porto. Présent. Virginie Darry-Merlot a donné pouvoir à Hervé Labadie, pardon. Hervé Labadie. Marina Boinet. Présente. Stéphane Maton. Présent. Philippe Jory-Guibéry a donné pouvoir à Laurence Gutiérrez. Sandrine Dreyfus. Présente. Laurent Pétriac a donné pouvoir à Jean-Joseph Salmon. Jean-Joseph Salmon. Présent. Bruno Milan. Présent. Françoise Argous. Présent. Serge Bauchir a donné procuration à Françoise Argous. Marie-Christine Mirabel va sûrement arriver plus tard, mais bon, comme elle termine à 19h, on aura bien entamé notre conseil municipal, et elle a donné procuration à Marie Darry-Merlot. Nathalie Sabatier. Présent. Philippe Sabaté. Présent. Hélène Ducorral a donné procuration à Nathalie Sabatier. Nicolas Dardy. Présent. Marie Darry-Merlot. Marion Lissaillou a donné procuration à Marina Bonnet. Isabelle Aspeitia. Présent. Florence Roura. Présent. Mathieu Vigne. Présent. Mike Bresson. Pénélope Lanterne a donné procuration à Isabelle Aspeitia. Et Didier Source. Donc, on va commencer donc avec la première délibération. Donc, ah oui, mais je suis perdu. Et donc du coup, juste j'ai oublié de vous demander si sur le PV du précédent conseil municipal il y avait des remarques aux questions. Vous l'avez tous reçu avec la boîte mail. Alors je le dis parce que certains ont été perturbés, parce que l'environnement de l'envoi de l'Alpi a un peu évolué au niveau du graphisme, mais on est bien d'accord que c'est toujours bon, on passe toujours par l'Alpi. Oui, exactement. C'est un peu plus simple pour ceux qui s'en ont perçu pour télécharger. Il n'y a pas de remarques. Donc ça c'est bon. Et ensuite, et la secrétaire de séance donc sera la plus jeune Marie Darry-Merlot. Non. Parce qu'elle est dans le bureau du... Ah, elle sera dans le futur bureau de tout à l'heure. Très bonne. Donc, ouais, voilà, on va mettre Vanessa Moller. Hein? Non, mais en fait, la plus jeune, c'est plutôt une coutume pour le secrétariat. Mais là, on va avoir 4 membres du bureau pour les élections, donc les deux plus jeunes et les 2 plus vieux. Donc, vous commencez à réfléchir qui c'est qui va être concerné. Donc, je vous propose de débuter donc ce conseil municipal donc avec la première délibération numéro 45. Donc l'élection des délégués titulaires et suppléants pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Donc en pièce jointe, vous avez l'arrêté préfectoral donc fixant le mode de désignation et le nombre de délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Et donc on va passer les vues, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code électoral, vu le décret donc du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, vu la circulaire donc du 30 mars 2023 du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer relative à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants et établissement du tableau
tableau des électeurs sénatoriaux en vue de l'élection des sénateurs du 24 septembre 2023 et vu l'arrêté préfectoral du dernier, du 25 mars 2023, fixant dans chaque commune le nombre de délégués titulaires et suppléants à élire et le mode de scrutin applicable pour les élections. Considérant que le bureau électoral est présidé donc par le maire, ou à défaut par les adjoints, considérant qu'il comprend en outre donc les 2 membres du conseil municipal les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin. Alors je suis désolé, Hervé Labadie et Mike Bresson, donc dans l'ordre, dans l'ordre inverse. Et les 2 membres du conseil municipal les plus jeunes, alors là je sais pas dans quel ordre c'est, mais c'est Marie-Daré Merlot et Mathieu Vigne. Considérant que les candidats obligatoirement membres du conseil municipal se présentent sur une même liste globale avec alternance de femmes et d'hommes, toujours pareil, la parité, la liste pouvant comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués titulaires et suppléants à pourvoir. Et considérant que les listes de candidats doivent être déposées donc auprès du maire aux dates et heures fixées de la séance, donc. Et donc je demande déjà si y a donc des listes déposées, et avec beaucoup de surprises, il va en y avoir 2, donc une pour Vivre Ensemble Saint-Martin qui comprend parfait. Donc 2 listes, une liste donc Vivre Ensemble Saint-Martin avec 20 noms et une liste Saint-Martin l'ambition continue avec 6 noms. Du coup, donc la présentation des listes, je dois lire tous les candidats, monsieur le DGS ? Oui, bon. Julien Fichot, Laurence Gutiérrez, Philippe Pourteau, Vanessa Moller, Hervé Labadie, Virginie Darry-Merlot, Stéphane Maton, Marina Boinet, Philippe Jory-Guibéry, François Argous, Laurent Pétriac, Marie-Christine Mirabel, Jean-Joseph Salmon, Nathalie Sabatier, Serge Bauchir, Hélène Ducoral, Philippe Sabaté, Marie Darry-Merlot, Nicolas Dardy et Marion Lissayou, qui constitue la liste Vivre Ensemble Saint-Martin, donc pour ses grands électeurs. Et pour la liste Saint-Martin Ambition Continue, Isabelle Aspica, Mike Bresson, Pénélope Lanterne, Mathieu Vigne, Florence Roura et Didier Sors. Donc, une fois qu'on a vu ça, eh bien, on va passer à la distribution des bulletins. Sachant que les élus qui ont des pouvoirs auront 2 bulletins. Que je vous propose pour que ce soit plus simple, alors vous le pliez en 2 et en 2, pour pas que ça se voit dans l'urne. Et si pour que ça aille, ce soit plus simple de mettre juste les initiales des listes, SMAC et VESN, ça c'est plus rapide. Donc monsieur le maire, vous aviez pour vous 2 et pour monsieur Pénoche. Madame Gutiérrez, vous aviez pour vous et pour monsieur Jory-Guibéry. Mathieu. Parce que le PV, on le change. Je vais répondre. Hein? Oui, mais je réponds. Mais t'hésites pas à m'appuyer si tu vois que ça... Oui, c'est votre Mais vous votez pas pour nous. Alors il faut juste marquer les listes en fait. Il faut pas... Lieu de naissance, Bruno. Ton lieu de naissance. Attends, mais tu es pas dans la liste. Ouais, voilà. Oui. Non.
envoyer des feuilles. Quelqu'un se met à lire. Alors, Mathieu, Marie, vous allez vous lever. Du coup, Hervé et Mike, vous pouvez aller autour de l'urne aussi. Et ensuite, vous faites l'appel. Ouais, et chacun vient. Donc, quand votre nom, écoutez bien, quand votre nom est appelé, vous levez et vous allez voter. Voilà. Et vous pouvez mettre la deuxième procuration après. En même temps? Oui, voilà. C'est procuration en même temps. Procuration en même temps. Hein. Ah, très bien. Et du coup, je vote la procuration. Pour qui? Moller, Vanessa. Non. Boigny Marina. Ah bon? Mathieu Stéphane. Eh bien, moi, je les ai pas. J'ai que celle-là. Non, mais il y a que... Qui c'est qui a la liste? Mais... Il y a que Laurent. Non, mais faites passer pour ceux qui manquent. Tout est rempli. Il manquait que Marie-Christine. Ah! Virginie, elle est née à Bayonne? Oui. Philippe Jurubert aussi. Qui le connaît? Milan Bruno. Ah, Nicolas Dardy, ça je sais. Non? Ah bon? Ah, Françoise. S'il y a des nuls, des blancs. D'accord. Moi j'aime bien sortir un peu l'ordinaire. Je ne pas parier dessus. Ah, Oui, tous les faux. Ah, mais oui, tous les faux. le hasard. Je vois bien l'histoire du champagne. Mirabelle Marie-Christine. Ah, c'est moi. Sabatier Nathalie. Hélène Ducoral. Sabatier Philippe.
Darby Nicolas. Marie. Aspectière Isabelle. Bourrin Florence. Il n'y a pas de réseau. J'ai pas On n'a internet, pas j'ai de- téléchargé. On n'a pas. Non, j'ai pas besoin. Je veux juste lire ce que je dois lire parce que je me Quoi déjà? Oui, Oui, Ils sont tu lis pas beaucoup. Ah, tu lis l'affaire, les considérants. c'est ça. Oui. Lanterne Pénélope. Heureusement que j'ai pas marqué Bayonne pour Philippe Jury-Guibérien. Sortillier. Pessac. Raté. Maryland, il y avait le vieil et le mamie. Je change avec les enfants toute la journée, je peux pas la vieille. C'est fait. C'est fait? Eh bien, on dépouille. Voilà, il faut dépouiller. Vous avez la table, vous voyez. Venez plutôt en hauteur. Vous allez vous faire mal là. Le plus jeune, ça va, mais. Merci, Isabelle. Il y en a une en haut, il y en a une encore. Allez, Encore mieux d'un côté et de l'autre. VESM. Non, mais de toute façon, on est mieux. Pour régler, c'est le thème de santé. On est contacté. On n'a pas de. Laurent Pétriac, je le sais. Oui. Stéphane, on va boire un coup, quelque part après. 7h30. Moi j'y vais dans tous les cas. Comme on veut des demi aussi. Tu m'as fait toute la liste. Ton épouse elle est divorcée. Maintenant tu me dis tu vas repartir chez toi. Tu vas remplir. Et moi, Nathalie, cette marque de divorce, c'est pas ma faute. C'est ta faute. Et j'ai Et une espérance de vie qui est Et 23 pour VESM. Je le pose là. Vas-y. Ouais, merci. Donc là, juste, on fait mouliner un peu les machines, juste quelques minutes d'attente. Cinq. Oui. Et on vote pour les suppléants. C'est un vote simultané. Ah, très bien. Non, c'est simultané. Ah bon? Oui. Ils ont dû s'apercevoir que c'était...
une lecture différente, Julien. Non, mais c'est pas marqué là, c'est marqué dans le Dans la circulaire. Ah oui. Ouais. Oui, non, ils nous ont exonérés de cette année. C'était pas comme ça, ouais. D'accord. La liste qui désigne des titulaires et des suppléants sur un seul vote. C'est bien, ça, une circulaire pour modifier des clés. Bon, on va dire d'accord. Pour une fois que ça simplifie. Une dame qui te connaît, Sandrine Fréquent-Baudier. Ah oui, Gaudin. Ouais, pour un terrain pour le festival de Catach. Ah oui. Tu y vas? Je vais essayer, oui. Moi aussi. Je sais pas quelle. Et je vais cirque. J'inspecteur de cirque. Ouais. Ouais. Au bord de la route. Ouais. Mais bon, peut-être qu'on va pas l'utiliser. C'est un chien, quoi. Il s'est tapé un nom sur un pays. Ah bon? Que Garé, que le dimanche n'a pas comprendre, que Rolly avait dit oui sur le bras de route. Il a dit ils sont venus me voir. Il faut pas faire le week-end. Celui. Mais là, celui qui prêtait le terrain, il a pas terminé. Ça me dit oui, il a mis 3 ans à nous répondre. Je dis mais. Je lui dis, ça, il faut attendre de Laurent Pécassat. Je lui dis, il faut passer par là. Mais en plus, on peut bosser parce que le passage, moi je suis parti, il fait plus de mots. Si le passe, ça ira. On est parti sur le bord de Catach. Ah, j'ai pas lu, j'ai pas le temps. C'est foutu. Ouais, bon, c'est catastrophique. Qui? Ah ouais. Bah non, mais c'est surtout que. Oui, mais non, mais c'est pas ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, ça met en péril leur projet. À tous, là. Oui, mais nous, on est dans le monde d'Aurora, mais bon. Qu'est-ce que c'était une connerie de faire ça? Il faut que j'aille me prévenir. Tu m'as dit que tu j'en profite. Oui. On a laissé. Quels services fiscaux C'est quand même une décision ça paraît surprenant qu'on puisse pas.
C'est fini. Le mental. Ah ouais, non, c'est plus cher. Ouais, ouais. Oh, parce qu'après, ils ne peuvent pas en juillet, désolé l'autre truc. Et en août, c'est carrément. Donc, j'ai bloqué le 11 pour la première date. Donc, après, il nous faut les 3 autres dates. 3 autres dates, parce que moi, je vais le maire. Oui, c'est chiant. C'était si pratique. Est-ce que pour une date, Antoine, on pourrait être délocalisé? Après, le problème d'Antoine Mineux, c'est qu'ils vont pas faire de la boisson, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ils vont dire. Oui, on a la bière. La bière, ça. Je sais pas. Il faudrait peut-être que tu peux déjà les appeler. Oui, mais c'est ça. Tu travailles beaucoup en ce moment. Ouais, j'en ai cherché pas. Oui, mais ça me Ouais, je te le dis parce que tu me lances, ça me soulage beaucoup de pouvoir chanter, etc. Mais tu vois, alors le prof, et quand je suis en master, et non, je suis non, mais pas non, je mais non, mais pas. Je te le dis, je vais observer. Là, tu t'es occupé de toute seule. De l'aide. Tous les adjoints font pas. Bien sûr, c'est ça. Ouais. Si, bah, tu plaisantes quoi. Non, non, tu blagues ou quoi? Mais Tu non, blagues avec moi? Non, non, tu vas tout ramener là. mais j'ai dû pas le savoir. Un boulot d'adjoint, je pense pas que ça Non, non, non. Non, ah ben non. Tous les adjoints sont contents. Bon, on n'est pas? C'est bon? Oui, c'est bon. Allez. Attention, roulement de tambour, les résultats. Oui. Ah, c'est sûr. Oui, pas nécessaire, mais bon. Donc les résultats sont les suivants. Donc il y avait 23 voix pour la liste Vivre Ensemble Saint-Martin et 6 voix pour la liste Saint-Martin l'ambition continue. Donc il faut déterminer d'abord un quotient électoral pour la désignation des délégués titulaires. Donc on divise le quotient, le nombre je vais y arriver, le nombre d'élus du conseil municipal, par le nombre de suffrages exprimés, un quotient électoral de 5,8. Donc pour la liste Vivre Ensemble de Saint-Martin, donc on divise les 23 voix obtenues par le quotient électoral, donc on obtient... Non, je suis d'une bêtise, je suis dans les suppléants, pardon. Excusez-moi, j'ai mélangé ma feuille. Alors... C'est pas la bonne. Hop, que je vous fasse ça calmement.
retrouve. 5,60, ça c'est les suppléants. J'arrive, hein, excusez-moi, mais... J'ai fait mon calcul, mais je me le retrouve plus. Ah. Hop. Ça y est, je l'ai. Hop. Donc on divise, excusez-moi, hein. J'ai retrouvé le bon papier. Donc pour les titulaires, on divise le nombre d'élus présents par le nombre de postes à pourvoir sur les titulaires. Donc on a un quotient électoral de 1,93. Les 23 voix de la liste Vivre Ensemble Saint-Martin lui donnent on divise donc par le quotient 11,91, réduit à l'entier inférieur, donc 11 mandats. Pour la liste Vivre Ensemble Saint-Martin, on divise 6 par 1,93, on a 3,10, donc 3 mandats. Il reste un poste, donc on en a 14, il reste un dernier poste à pourvoir à la plus forte moyenne. Donc on prend le nombre de voix de chaque liste, on prend le nombre de postes précédemment obtenus et on rajoute 1. Donc pour la liste Vivre Ensemble Saint-Martin, on divise 23 par 11 plus 1, donc on a 1,916. Pour la liste Vivre Ensemble Saint-Martin, 6 divisé par 3 plus 1, donc on a 1,5. La plus forte moyenne étant pour Vivre Ensemble Saint-Martin. Le dernier poste de délégué titulaire lui revient, ce qui donne 12 délégués titulaires pour Vivre Ensemble Saint-Martin et 3 pour Vivre Ensemble Saint-Martin. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon, excusez-moi. Pour les suppléants, donc même chose, donc on divise le nombre d'élus par le nombre de postes à pourvoir, donc 5 pour les suppléants, donc on a un quotient de 5,8. Moi, je vais la faire un petit peu plus courte pour éviter de me tromper. Donc la liste Vivre Ensemble de Saint-Martin, donc 3 mandats de délégués titulaires au premier calcul. La liste Vivre Ensemble Saint-Martin, 1 mandat de suppléants. Il reste un mandat attribué pour les suppléants. Donc à la plus forte moyenne, Vivre Ensemble Saint-Martin à 5,75 et Saint-Martin Ambition Continue 3. Donc le dernier poste de suppléant est pour la liste Vivre Ensemble de Saint-Martin. Voilà. Alors je vais vous donner juste la proclamation des élus qui sont désignés. Donc, pour l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, donc qui sera annexé au procès verbal. Donc, Julien Fiéchaud, Laurence Gutiérrez, Philippe Porto, Vanessa Moller, Hervé Labadie, Virginie Merlot, Stéphane Maton, Marina Boinet, Philippe Jory-Berry, Françoise Argous, Laurent Pétriac, Marie-Christine Mirabel, Jean-Joseph Salmon, Nathalie Sabatier, Serge Bouchir, Hélène Ducorral, Isabelle Aspetia, Mike Bresson, Pénélope Lanterne, Mathieu Vigne. Pardon, j'ai englobé, excusez-moi. Suppléants et donc les suppléants, c'est Jean-Joseph Salmon, Nathalie Sabatier, Serge Bouchir, Hélène Ducorral et Mathieu Vigne. Donc on fait signer tout le monde. On va donc en fait les membres du bureau, c'est-à-dire Mathieu Vigne, Marie Darumerlou, Hervé Labadie et Mike Bresson vont signer les PV. Pour l'élection. Allez. Évidemment, s'agissant d'une élection sur le PV, il y a des possibilités d'observation. S'il y a des choses à mettre, vous pouvez les mettre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez relire, il n'y a pas de souci. Donc il me faut le président, les 2 membres du bureau, les plus âgés, les plus jeunes, et la secrétaire. Voilà. Allez, moi je signe, hein. Oui. Là. Allez, Partout là, ici aussi, Serge. Comment ? Partout, Oui, ici. pour chaque, il y a 3 exemplaires dans l'affichage, un pour la préfecture et un pour nous. Là. Les annexes. Ah, qu'est-ce que j'ai mis moi ? Pardon. Allez, Marie. Donc, Oui. là. C'est en noir. Oui. D'accord. Pardon ? Les suppléants doivent se rendre à Mont-de-Marsan ou c'est pas utile? Non, non, s'ils sont pas là. C'est un titulaire. Voilà. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a possibilité de
de refus de Les mandat, plus jeunes. si l'élu n'accepte pas, on peut le mettre. À vous, messieurs. C'est noir. Ouais. Ah, il faut que ça soit noir. Bon, je sais pas, moi j'aime bien. Je trouve que pour les archives, souvent on nous le dit. Ah, c'est toi là, c'est vrai. Alors, le plus âgé. Même de les élections. Ben oui, ça arrive. Oh, ben je suis pas du tout inquiet. Monsieur Bresson. Oui. Parfait, merci. On va mettre le bordel, hein, c'est... Très bien. C'est toi qui as la plus belle signature. Hein? C'est toi qui as la plus belle signature. Ah bon, tu trouves? Tu sens le frais, toi. C'est pas commun, moi, je peux te dire que... Tu sens le frais, toi, t'as fait bouger pas longtemps. Ça mange, moi, en tout cas, je sens le frais. Ouais. En cherchant sur Google, j'ai trouvé plusieurs délibérations de communes modifiant la taxe d'aménagement. Ah oui? Ouais, mais alors, Envoyez-les sur mon adresse mail, ça m'intéresse. merci. Là, il a mis là, mais c'est là. Hein, Pas grave. Tu pourras mettre... L'important, c'est qu'il a la signature. Non, non, non. Je vais juste faire une petite aparté sur la signature pour le conseil. Ah oui, non. Tu veux parler? Non, non, c'est juste pour le... On va vous faire passer les signatures pour le conseil municipal. Alors, il y en a deux, parce que sur le dernier conseil municipal, j'avais oublié de vous faire signer la feuille, donc il me en manque que certains. Tout le monde... Juste que ceux qui sont indiqués par une croix dans la marge, ils signent. Les autres, c'est pas la peine. S'ils n'étaient pas là, ou Très bien. ils ont déjà signé. Parfait. Très bien. Et donc, en parallèle, je vous propose de poursuivre donc l'ordre normal de notre conseil municipal en donnant la parole à Hervé Labadie. Écoutez bien, pour une adhésion au service référent déontologue des élus du centre de gestion des Landes. Hervé. Voilà, mais ça devrait être plus simple. En vertu principalement de l'article L. 1111.1.1 du Code général des collectivités territoriales, instituant un droit pour tout élu local de pouvoir consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques, il convient pour les élus d'identifier des personnes susceptibles d'exercer cette fonction, sachant que les missions de référent déontologue doivent être exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes, dans le cadre d'un service à adhésion facultative, au vu de l'article L. 452-40 du Code général de la fonction publique, a proposé à l'Association des maires des Landes la création d'un service de référent déontologue pour les élus locaux du département des Landes, fonctionnant en instance collégiale. Ce collège, composé d'un magistrat honoraire et d'un professeur d'université en finances publiques, pourrait être saisi uniquement par les élus exerçant un mandat au sein d'une collectivité ou établissement adhérent à la présente convention. La problématique posée devra concerner personnellement et directement l'élu qui interrogera le collège de référents. Ce dispositif conclut qu'à la fin du mandat des élus municipaux pour la période 2020-2026 sera gratuite pour la première année pour la collectivité. Si elle venait à devenir payante par avenant, elle pourrait être dénoncée par cette collectivité. En conséquence, nous vous proposons de désigner M. Pierre Larounec, magistrat honoraire, et Alain Parienté, professeur d'université en finances publiques, qui composent le collège de référents déontologues des élus, pour être les référents déontologues des élus de la collectivité et d'adopter les termes de la convention d'adhésion au service de référents déontologues créé par le centre de gestion des Landes, afin de garantir
afin de garantir la confidentialité de la transmission des demandes et leur bonne instruction par les référents déontologues désignés ci-avant. Donc pour cette nouveau service au niveau du centre de gestion, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération? Donc je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette deuxième délibération. Ensuite, on va aborder deux délibérations sur les marchés, et notamment donc sur les marchés du tennis couvert dans un premier temps et de la médiathèque dans un deuxième temps. Sur la première délibération, donc 47, pour la construction d'un court de tennis couvert, d'un terrain de paddle extérieur et l'extension des locaux adjacents, donc évidemment suite à notre première délibération et nos premiers marchés, il y a eu quelques petites corrections, notamment liées à la menuiserie. On va de suite aller à la page 11 de la délibération. Donc, article 1, constater que le plan de financement permet le règlement des avenants à passer avec les entreprises Metricube, Photux et Montpellier Plâtrerie, pardon. Bon, c'est vraiment des tout petits détails. Je vais insister justement sur le premier, c'est le garde-corps. Du coup, d'ailleurs, vous pouvez le voir, ils sont installés sur les tennis pour les mains courantes, sur le petit escalier qu'il y a, puisqu'il y a un petit escalier qui a été créé par rapport au dénivelé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est deux suppressions. Ne me demandez pas à quoi ça correspond, je n'en ai aucune idée. Des jambages de carreaux de plâtre, bon, ça on voit à peu près à quoi ça peut correspondre. Et des accastillages de sanitaires, alors là je sais pas ce que c'est, donc voilà, donc en tout cas ça fait 841 € en moins, ce qui est une très bonne nouvelle dans l'absolu, puisqu'il y avait 3500 par rapport au garde-corps. La différence donc est donc bien, c'est 2312,37 € au niveau de l'adaptation. J'en profite pour vous dire que donc là on est en phase livraison, hein, comme vous l'avez observé. Il reste les petits détails, on va dire, de finition, et si ma mémoire est bonne, la semaine prochaine ou dans 15 jours, dans 10 jours, les deux commissions bâtiments et associations, le 22 juin, se rencontreront et feront le tour du bâti avant la livraison définitive qui devrait intervenir autour du 1er juillet, on va dire, 2023. Est-ce que ça amène des questions ou des commentaires sur cette première délibération autour des marchés? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 6 abstentions avec la procuration de Pénélope. Et donc ensuite on va passer à la délibération numéro 48 sur la médiathèque. Et donc là c'était une attribution de lot qui n'avait été que partiellement effectuée lors de la commission d'attribution du 23 mars 2023. Et donc on s'est retrouvé le 25 mai 2023 pour réétudier donc notamment le lot numéro 10, le lot numéro 11, 12, 13, 14 correspondant au chauffage, à la plâtrerie, à la menuiserie, aux chapes et aux peintures. Alors ce que vous voyez dans la délibération et qui est quand même finalement important à noter, c'est que au-delà de l'attribution des lots, les élus en commission d'attribution ont également pris des décisions par rapport à des options que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais c'est important parce que ça nous a permis notamment, puisque évidemment on est tous attentifs au montant définitif, donc qui est de 949 919,98 €. La bonne nouvelle, et les observations qu'on commence à faire, et je vais être relativement prudent, qu'on commence à faire sur les commissions d'attribution des marchés, c'est une légère baisse des prix, et en l'occurrence on le constate sur la médiathèque, et c'est une bonne nouvelle parce que on va juste donner un détail qui a beaucoup qui a été source de débat pour les élus. C'est que on a pris une option, par exemple, je crois de tête, Philippe Pourteau et Mike Bresson vont me rafraîchir la mémoire, mais je crois que c'était 10 000 € pour le froid, c'est 10 000 je crois de tête, pour rafraîchir, on va dire, directement et sans le faire dans le futur pour la médiathèque. Et bien on a pu le faire
parce qu'on avait des marchés un peu inférieurs sur certains lots. Donc c'est une bonne chose parce qu'on aura aussi un petit plus sur la ventilation et tout ce qui concerne le chauffage et notamment le rafraîchissement. Encore une fois, je me félicite que c'est pris parce que il faut vous dire qu'aujourd'hui, j'ai eu encore un autre exemple sur l'Aben d'un projet qui est ralenti et qui est reporté pour des raisons tarifaires. Voilà, donc c'est quand même une période un peu compliquée en ce moment pour les projets structurants et aussi pour le logement, parce que pour les coûts du logement c'est un peu de la même veine. J'étais hier au salon des maires des Landes à Souston et en discutant avec les différentes fédérations et notamment les fédérations des travaux publics et les fédérations de bâtiments, vous l'avez peut-être suivi dans l'actualité. La fédération du bâtiment a un peu tiré la sonnette d'alarme et ils considèrent que d'ici 3-4 mois, les prix vont vraiment se tasser. Pour les projets structurants à venir sur la commune, c'est une bonne nouvelle. Et pour les particuliers aussi qui ont des projets immobiliers en cours de finalisation, c'est une bonne nouvelle également. Donc je vous propose, s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette commission d'attribution et sur les différents lots. J'ai oublié de préciser que le dernier lot, un lot qui n'a pas été, on va dire, attribué, c'est le lot mobilier. Parce que finalement, on s'est aperçu que c'était pas forcément une bonne idée de l'incorporer dans les marchés. Donc vous le voyez en page 14, le lot de numéro 15, il n'a pas été attribué, il ne sera jamais attribué. Ou en tout cas, on est en train de faire quelques négociations parce qu'on va aller plutôt directement chercher les fournisseurs qui nous intéressent. Et c'est vrai qu'avec l'architecte, puisque Thierry Giraud vient de finir il y a quelques mois une médiathèque à Bidart. Et donc du coup il a vu que et avec l'expérience passée, a priori on se dirige vers une négociation très ciblée avec des fournisseurs, puisque le mobilier d'une médiathèque est aussi bien spécifique par rapport à d'autres mobiliers intérieurs. Je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas de questions, de commentaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, unanimité pour cette délibération. Et je vais repasser la parole à Hervé Labadie pour, la traditionnelle mise à jour du tableau des effectifs. Hervé. Il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi permanent sur le grade d'attaché principal à temps complet dans le cadre d'un avancement de grade au titre de l'année 2023 d'un agent déjà en poste dans notre collectivité. Il s'inscrit dans le cadre du déroulement statutaire de carrière d'un fonctionnaire territorial. Il ne s'agit pas d'une nouvelle embauche. En conséquence, nous vous proposons de valider le nouveau tableau des effectifs qui fait apparaître un montant de 144 effectifs budgétaires pour 119 emplois pourvus, soit 105,75 effectifs à temps plein. Merci Hervé. Est-ce peut-être pas de questions sur cette mise à jour des effectifs? Donc je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. La 50e délibération de l'année pour la convention avec le lycée René Cassin pour l'aide au voyage scolaire. Et je passe la parole à l'adjoint à l'enfance, à la petite enfance et à la jeunesse et aux affaires scolaires, Stéphane Maton. Oui, c'est moi. Le vendredi, le préparationnel. C'est vendredi. Fait chaud, hein? Excusez-moi, je vous ai réveillé. Désolé pour ce petit incident technique. Au mois de novembre 2016, le conseil municipal de Saint-Martin-de-Seignance avait adopté par délibération une convention visant à aider financièrement les familles des lycéens scolarisés à René Cassin à Bayonne pour les voyages d'études de leurs enfants. Un avenant de cette convention a été adopté en 2019 également pour acter son renouvellement annuel par tacite reconduction.
Ça me poursuit ce soir. Étant donné que les lycéens domiciliés à Saint-Martin-de-Signance ne fréquentent pas uniquement le lycée René Cassin, mais également le lycée de Tyros, d'Asparin, Louis de Foix, Pérorade, l'Argenté, etc. Je suis désolé. La commission enfance-jeunesse s'est prononcée à l'unanimité pour dénoncer cette convention qui ne traite pas égalitairement l'ensemble des lycéens habitant sur la commune. En parallèle, la commission s'engage à réfléchir à un accompagnement plus global qui s'adresserait à l'ensemble des lycéens qui bénéficient de voyages d'études. Aussi, je vous propose d'honorer le paiement de l'aide au voyage scolaire pour les enfants scolarisés au lycée René Cassin cette année, puisque la convention est toujours d'actualité, de dénoncer la convention avec le lycée René Cassin et de réfléchir à un dispositif pour accompagner financièrement les familles des lycéens qui habitent sur la commune, tout en gardant une limite budgétaire. Parce qu'il a le pouvoir de pouvoir prendre celui du maire. Merci Stéphane. Bon, c'est relativement simple et clair, hein, je pense pour tous. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur cette délibération? Je pense pas. Oui. Est-ce qu'on sait si les autres lycées qui sont visés dans la délibération proposent ou non des voyages? Oui. Et ont-ils ou non sollicité une aide de la commune? Oui. Oui, alors la liste elle n'est pas exhaustive. Hein. On a listé effectivement certains lycées, mais bon, il y a par exemple le lycée de Saint-Jean-de-Luz, il y a aussi les enfants de Saint-Martin, il y a beaucoup de lycées, il peut y en avoir aussi sur d'autres communes. Hein, d'accord. On a eu il y a sollicitation, Villaca a demandé. Ok. Alors le sens de ma question, c'est que, enfin, je comprends hein, qu'en fait on ne veuille pas créer un déséquilibre entre les enfants de la commune. C'est tout à fait louable. Par contre, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que le fait de dénoncer cette convention avec le lycée Cassin soit de nature à priver éventuellement, pour je ne sais quelle raison, les enfants qui sont au lycée de Cassin de pouvoir... Non, mais c'est une bonne question, mais en fait, ceux qui se sont inscrits justement... Voilà, c'est merci. Merci Stéphane. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette délibération. On va continuer avec Stéphane Maton on va redescendre d'un niveau et parler des collégiens. Pas. Plus global, on va parler. Et lycéens aussi. Oui, puisque ça touche tout le monde en fait. Donc ça concerne le transport scolaire des élèves du secondaire. Donc en matière de transport scolaire pour les élèves du secondaire, ça touche le collège et le lycée, le département des Landes fixe la limite de la gratuité du transport à partir de 3 km de distance entre le lieu de résidence de la famille et l'adresse de l'établissement de scolarisation de l'élève. Pour les élèves de Saint-Martin-de-Signance, à l'exception du collège François Truffaut installé sur la commune, l'ensemble des établissements concernés se trouve à plus de 3 km. Donc, par définition, les élèves qui s'y rendent sont des ayants droit au transport scolaire. Pour les collégiens de François Truffaut, la règle des 3 km s'applique également, le transport devenant payant pour les collégiens habitant à moins de 3 km. Cependant, pour inciter les collégiens non ayant droit à utiliser le transport en commun, et principalement la ligne 54 sur la commune. D'ailleurs, vous noterez que dans la délibération, il mentionnait la ligne 56, mais c'est bien la ligne 54.
et ainsi limiter la présence de véhicules particuliers autour du collège, la commission enfance jeunesse s'est prononcée pour une prise en charge par la commune de Saint-Martin-de-Seignance des abonnements de transport pour les 22 collégiens non ayant droit. Étant donné que les familles s'inscrivent sur le site du syndicat des mobilités Tchic-Tchac, la convention que je vous propose établit la substitution de la ville de Saint-Martin-de-Seignance aux usagers pour le paiement de l'abonnement des élèves qui, 1. habitent à Saint-Martin-de-Seignance, fréquentent un établissement secondaire de l'une des 161 communes du syndicat, Pays Basque-Adour, ont obtenu un titre de transport Tchic-Tchac et ne sont pas qualifiés comme ayant droit. Donc, à ce titre, je vous propose d'approuver la convention de substitution pour le paiement de la tarification du transport scolaire des élèves de Saint-Martin-de-Seignance avec le syndicat des mobilités Pays Basque-Adour, dont les principales caractéristiques sont indiquées ci-dessus et que j'ai énumérées, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de substitution pour le paiement de la tarification du transport scolaire des élèves de Saint-Martin-de-Seignance avec le syndicat des mobilités Pays Basque-Adour. Parfait, merci Stéphane. Est-ce que ça amène des questions ou des commentaires sur cette délibération du transport? Bon, c'est assez, je pense, aussi clair et simple. Oui, monsieur Bresson. Donc si j'ai bien compris, en fait on a le département des Landes qui a une règle, moins de 3 km, c'est payant, et la commune se propose de prendre en charge ce qui concerne le département des Landes. Ça c'est la première chose. La seconde chose, on passe une convention avec Tchic-Tchac, qui n'a rien à voir avec le département des Landes, pour l'ensemble des élèves de la commune de Saint-Martin qui fréquentent un collège ou un lycée, qui ne sont pas des ayants droit à la gratuité, et on se propose pour ces élèves-là, donc ce sont d'autres élèves que ceux qui relèvent du département des Landes, c'est-à-dire qui vont au collège François Truffaut. Donc supposons un élève de Saint-Martin qui va au lycée Cassin, ou au lycée de Biarritz, ou au lycée, pourquoi pas, de Saint-Jean-de-Luz, qui n'est pas un ayant droit à la gratuité, la commune se propose de... C'est ça qu'on est en train de délibérer. Oui, c'est pas loin d'être ça. Et juste l'affaire, c'était... il est ayant droit. Et les lycéens, par définition et en rapport à la réglementation du département des Landes, les seuls non ayant droit, ce sont les collégiens saint-martinois qui habitent à moins de 3 km du collège François Truffaut. Ça, c'est pour les Landes. Tous les autres, par définition, tous les autres collégiens lycéens de Saint-Martin-de-Seignance sont ayant droit, grâce à la réglementation du département des Landes. Ça veut dire que, en gros, c'est le département des Landes qui prend en sa charge les frais de transport pour les lycéens saint-martinois qui sont à Bayonne. Alors, ça, j'ai bien compris. J'ai vraiment bien compris ça. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un paiement à faire, c'est bien le département des Landes qui le fait auprès de Tchic-Tchac pour les élèves de Saint-Martin qui se rendent à Bayonne. C'est bien ça. Or, dans la délibération qu'on prend, on dit qu'on se substitue. Donc, ce que je crains, c'est qu'on nous fasse payer à la place du département des Landes ce que le département des Landes devrait payer. C'est une question de rédaction, tout simplement. Tel que je l'entends, peut-être tel que c'est écrit, mais ça demande peut-être à le vérifier. Quand on dit on se substitue pour l'ensemble des élèves de Saint-Martin, en ce qui concerne la charge de ceux des non-ayants droit, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté qui va permettre éventuellement au département des Landes de dire ah ben c'est pas nous, c'est la commune de Saint-Martin. On se substitue sur les 4 points qui sont énumérés, c'est-à-dire que les 4 points qui sont énumérés, c'est-à-dire qu'il faut être non-ayant droit aussi. C'est là, en fait, il faut que les 4 points soient cochés. En fait. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Il faut. Oui, alors parmi les non-ayants droit, par exemple, parmi les non-ayants droit, il y a les gens qui ne respectent pas la carte scolaire. C'est-à-dire quelqu'un qui doit aller au lycée, qui choisit Cassin alors que c'est Tyros. Non, mais ils sont ayants droit. Eux, dans tous les cas, ils sont... En fait, les lycéens, il n'y a jamais aucun souci. Parce que mon fils a été dans ce cas-là. Oui, c'est-à-dire qu'il aurait dû aller au collège François Truffaut. Non, mais à Saint-Martin, il était... Ah oui, non. Ça, d'accord. Là, oui, d'accord. Il était non-ayant droit, mais pour les lycéens, parce qu'il ne respecte pas la carte scolaire. Un lycéen qui ne respecte pas la carte scolaire, c'est exactement le même sujet. C'est-à-dire que ce lycéen qui devrait aller à Tyros et qui va à Bayonne... Non, c'est là où c'est pas bon. C'est nouveau, ça.
Dans tous les cas, les lycéens sont ayant droit. Ouais. Les lycéens, dans tous les cas, qu'ils aillent à Parce que Tyros, c'est- à Dax ou à Bayonne, Ah oui. Mais c'est région, hein. Oui. C'est c'est que le collège. Bah. Où là, il y a ayant non ayant droit. Oui, mais il n'y a pas Pas au niveau du lycée. de bémol respect de la carte scolaire. Non. Pas au niveau Non. du lycée. Non, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, est-ce que les internes Ouf. Alors, ouais. Ah, j'ai aucune idée. Non. À se renseigner. Enfin, je sais qu'un interne à Asparin ne paye pas Le bus. Bon, ben voilà. par exemple. Moi, je sais pas. Il y a quelques années, un interne à Pérora ne payait le bus. Ah, ouais, moi. Après, il prend un titre de transport, donc il est dans les conditions à réaliser. Et à partir du moment où il a son titre de transport, qu'il le prenne une fois ou 2 fois par semaine ou qu'il le prenne tous les jours aller-retour, au final, c'est son titre de transport qui est pris en charge. Et il demandait l'état de l'élève au niveau du lycée, s'il était externe ou fonctionnaire ou ça changeait de... Ça, à la rentrée 2022, non. Parce que je m'y suis retrouvée, moi, où je ne savais pas s'il allait être interne ou pas, et dans tous les cas, je ne payais pas. À la rentrée 2022. Donc les seuls qui devraient être concernés, ce sont les collégiens. C'est ça. Tout à fait. Là, on fait pour les collégiens. C'est là les 22. C'est les 22, c'est entièrement ça. Et exclusivement ça. Oui, voilà, c'est ça. Je vous remercie. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité également pour cette délibération. Je vous propose donc de passer alors c'est une modification du plan de financement pour la construction de la médiathèque. Vous allez voir que c'est un petit détail quand même de la modification, mais c'est important donc de délibérer dessus. Marina Boinet. Oui, donc effectivement, modification du plan de financement pour la construction de la médiathèque et donc du fonds européen LEADER. Considérant que le projet d'extension de la bibliothèque communale évoluant ainsi en une médiathèque communale entre dans sa phase de réalisation, considérant que les modalités d'intervention des différents partenaires financiers sur ce projet peuvent varier et donc évoluer, considérant que par rapport à la précédente délibération d'ajustement au plan de financement, il convient de rectifier les domaines que le fonds européen LEADER peut prendre en charge, il nous est donc demandé ce soir de décider, article 1, de préciser que le plan de financement du projet d'extension de la médiathèque tel que défini dans la délibération numéro 2023-37 en date du 6 avril 2023 est modifié comme suit pour la participation des fonds européens LEADER portant sur les domaines et montants suivants. Lot de travaux numéro 16, espace vert pour 11 415 €. Frais salariaux de la directrice de la médiathèque d'avril 2023 à avril 2024, soit 47 154,90 €. Coût indirect de fonctionnement à hauteur de 4 715,49 €. Article 2, que la participation LEADER sur ce projet reste à hauteur de 50 000 €. Merci Marina. Alors quand je disais c'est un détail, en fait si vous voulez, on affine aujourd'hui avec les partenaires financiers qui va où, voilà. Donc en fait c'est uniquement et principalement cela. C'est pour ça que ce découpage paraît alambiqué, mais en fait on essaie par exemple sur les espaces verts, il y a que le Pays Adour Orlando Océane qui va vers les espaces verts. La DRAC, tous les autres n'y vont pas. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'optimiser, on va dire, les subventions en ce sens. Voilà le cœur de la délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, on va passer donc pour les deux dernières délibérations sur l'agriculture et le développement durable d'une manière générale, et notamment donc sur un projet important. D'ailleurs, c'est à mon avis une délibération majeure de ce soir sur le projet donc du moulin de l'Âne. Je vais laisser la parole à Philippe Pourteau, l'adjoint à l'environnement et l'agriculture. Oui, alors il s'agit donc de l'approbation des modalités de l'appel à projet agricole pour le moulin de l'Âne.
Donc vous avez en pièce jointe une note de présentation des modalités de cet appel à projet, donc qui a été rédigée avec le CPIE, donc en collaboration avec le CPIE. Voilà, sur lequel on s'est beaucoup appuyé donc pour rédiger cette délibération. Donc la commune, comme vous le savez, a acquis le moulin dit de l'Âne dans le cadre d'une procédure de biens vacants sans maître. Nous sommes donc désormais propriétaires d'un terrain d'environ 6 hectares classé en zone AO sur le PLU, situé entre le bourg et le quartier neuf au niveau de la route de l'Âne. Ce terrain est caractérisé par la présence d'espaces forestiers diversifiés, d'un espace en friche gagné par les sols et du bâti, un hangar et un moulin en eau en état de ruine attenant à un espace anciennement habité. Donc ces terres représentent un fort intérêt patrimonial et identitaire que la commune souhaite valoriser au travers d'un projet agricole et citoyen en tenant compte des enjeux environnementaux et des besoins alimentaires locaux. Ce projet a vocation participative s'inscrivant dans une dynamique collective et ayant pour ambition d'être un outil fédérateur au service des acteurs et des habitants du territoire. Donc les terres du moulin sont favorables à l'activité agricole et peuvent bénéficier de la labellisation agriculture biologique. Leur superficie et leur potentialité agronomique permettent d'accueillir plusieurs porteurs de projets en faveur d'une agriculture diversifiée et nourricière. Les activités agricoles identifiées pour ce terrain sont la mise en place d'un verger associé à un élevage, ovin, caprin et ou avicole essentiellement. En agroforesterie ainsi qu'à de l'apiculture, ces terres pourraient donc permettre la production de plants, de fruits et de petits fruits, de miel et autres produits de la ruche, de viande et ou de produits laitiers, autant de productions qui sont déficitaires sur le territoire et qui viendraient répondre à l'évolution et à la croissance de la demande locale. L'objectif n'étant pas de saturer le marché de proximité avec des productions déjà présentes. Donc le recrutement des porteurs de projets se fera sur la base d'un appel à candidature relayé par les structures et le réseau agricole local. Les candidats retenus seront locataires du terrain via la mise en place d'un bail amphithéotique sans aucune possibilité de logement ou d'habitation sur place sous quelque forme que ce soit. Donc la priorité sera donnée aux projets collectifs permettant l'installation de plusieurs agriculteurs, aux candidats formés ou ayant une expérience significative dans la gestion d'exploitation, aux projets en faveur d'une agriculture nourricière diversifiée et de qualité, agroécologie ou agriculture biologique, aux projets tenant compte de la dimension pédagogique, sociale et citoyenne. Donc une charte d'engagement permettra d'encadrer les pratiques agricoles et d'assurer la viabilité du projet. Un comité de pilotage assurant représentativité et transversalité sera composé d'acteurs institutionnels, associatifs et de citoyens. Donc le calendrier prévisionnel du projet. Étape 1, installation des porteurs de projet. De juillet à septembre 2023, rédaction et lancement de l'appel à projet. D'octobre à décembre 2023, entretien et sélection des porteurs de projet. Mars 2024, installation. Donc il s'agira durant cette étape de réaliser des travaux pour sécuriser le site, permettre son accessibilité et sa mise en culture. Donc ces opérations de nettoyage et d'aménagement pourraient faire l'objet de chantiers citoyens participatifs. Étape 2, l'ouverture au public, 2024-2025. Donc ouvrir le lieu au grand public nécessitera des travaux d'aménagement et de sécurisation du site, accessibilité, parking, espace couvert et condamnation de l'accès au moulin tant que les travaux de rénovation n'auront pas été effectués. Étape 3, la rénovation et la réhabilitation du bâti, 2025-2026. Le bâtiment du moulin et l'habitation attenante pourraient être valorisés selon différents usages, points de restauration, gîtes touristiques ou logements de fonction, bureaux, salles polyvalentes, accueil d'expositions, de réunions de travail, d'événements. Une nouvelle fois, ce projet devra être co-construit avec l'ensemble des acteurs investis et fera l'objet de recherches de financement. Donc il vous est ici demandé d'approuver les modalités de l'appel à projet agricole pour le moulin de l'Âne tel que défini ci-dessus et dans la note de présentation. Merci Philippe.
Ça me donne l'occasion de remercier du travail, parce que finalement cette délibération c'est une forme d'aboutissement à un travail sur de longs mois avec la commission environnement, avec le CPIE et avec l'ensemble des agriculteurs avec qu'on essaie de réunir régulièrement. On les a encore vus il y a moins d'un mois dans la salle du conseil pour évoquer ce projet avec eux, et l'idée qu'on n'évoque pas d'ailleurs dans la délibération, c'est aussi de mettre un comité de pilotage, on va dire, avec tout un tas d'acteurs qu'on est en train de réunir, et du coup on peut évoquer une première réunion de ce comité de pilotage avant c'est ça. Voilà, avant l'appel à projet. Donc voilà, donc c'est un projet majeur, parce que effectivement des projets comme celui-ci, agricoles et citoyens, ils ont de suite une épaisseur avec tous les enjeux environnementaux qu'on connaît depuis quelque temps, et surtout un repère, ça me permet d'insister sur cela depuis quelques semaines. Il y a beaucoup de tests agricoles, c'est la période des semis. Vous voyez beaucoup de tracteurs sur les routes. Et bien il faut savoir qu'il y a eu un travail qui a été réalisé en profondeur par le CPIE pour faire évoluer nos productions agricoles, pour aller sur une production agricole plus nourricière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est tous habitués dans nos paysages locaux d'avoir notamment beaucoup de maïs. L'idée c'est de travailler avec les agriculteurs pour faire évoluer ces cultures, parce que le maïs ou le colza, qu'est-ce qu'il fait? On le vend la plupart du temps en Amérique du Sud. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a un tel niveau d'aberration, et on en parlait justement il y a quelques temps avec les agriculteurs dans cette même salle, qu'un agriculteur de Saint-Martin va cultiver par exemple du colza sur Saint-Martin-de-Seignances, va le vendre notamment en Argentine, et va en racheter en Espagne pour sa consommation locale. Voilà, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui à Saint-Martin-de-Seignances comme ailleurs. Et eux-mêmes sont les premiers désolés de cette situation, parce qu'on le voit, on est uniquement dans des rapports de spéculation financière. Et du coup, l'idée, c'est, je vais citer deux exemples. Par exemple, il y a une dizaine d'agriculteurs dans le Seignances, dont certains à Saint-Martin-de-Seignances, qui ont testé cet été du haricot, du quinoa, au niveau de culture locale, qui ont fait des espaces tests, et je trouve que c'est une fabuleuse un fabuleux débouché qui pourra permettre de vendre localement le quinoa pour vraiment se nourrir avec, et au moins aller vers quelque chose de plus durable. Donc l'idée aussi, par exemple, ça a été ces sujets qui ont été beaucoup évoqués quand on a évoqué les projets du moulin, et notamment sur la diversité des cultures, et d'aller vers surtout de la culture nourricière. Vraiment, ça c'est vraiment un repère très important. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération? Oui, Isabelle. Oui, moi j'ai bien compris qu'il fallait écrire le document pour l'appel à projet, etc. Mais est-ce que vous avez déjà des personnes qui se sont un peu manifestées pour... Oui. Voilà, parce que, alors, nous on a eu des porteurs de projets sur ce terrain à l'époque, ce qui les a fait, du coup, la raison pour laquelle ils ont annulé et qu'ils ne sont pas venus, c'est quand même le logement, en fait, parce que c'était des agriculteurs. Alors, tu te souviens les projets qu'il y avait? Ouais, mais qui voulaient vivre sur place, parce qu'on sait bien que quand on est maraîcher ou etc., il y a des vols réguliers sur les terrains. Bon, là-bas c'est un peu à l'abri, donc ça devrait être plus sécurisé, plus sécure. Et est-ce que vous avez fait chiffrer le montant des travaux sur le moulin? Parce que on avait commencé à faire chiffrer, c'est un montant qui était exorbitant. Donc vous avez un petit peu regardé, je suppose. Hein. Oui, alors je vais répondre à la question. Effectivement, on a reçu plusieurs porteurs de projets. D'ailleurs, on les a reçus en commission, certains.
En fait, ils ont abandonné surtout essentiellement parce qu'ils étaient très pressés et que nous, on n'était pas prêts. En fait, on avait encore une réflexion à mener. Ce qu'on a dit, on a réfléchi à ce sujet avec les agriculteurs, avec le CPIE, donc on a fait plusieurs réunions. Et donc ils ont abandonné le projet ou ils se sont installés ailleurs, ils sont partis sur d'autres régions pour s'installer. Mais donc le CPIE nous dit que ils ont des porteurs de projets en réserve, c'est pas ce qui manque. Ils vont en trouver. Après concernant la rénovation, effectivement, la rénovation du bâti, ça pourrait faire mal. Mais comme c'est indiqué dans les étapes, voilà, ce sera la dernière étape, donc la réhabilitation du bâti, donc plutôt 2025-2026, et donc le CPIE aussi va nous accompagner en recherche de financement, parce qu'on peut obtenir des financements pour rénover ce genre de bâti patrimonial. Alors, concernant la rénovation du bâti, bon, j'ai bien compris que vous l'avez phasé pour 2025-2026. Je suis pas sûr que le bâti vous attende. Je sais pas s'il va pas falloir faire quelques petits travaux, quelques premiers travaux à l'avance, surtout au niveau de la toiture. Donc des bâtis comme ça pourrit par la toiture, et si on ne le sauve pas de l'eau, il deviendra une ruine en 6 mois, 1 an. Donc peut-être que dans ce phasage-là, il va falloir anticiper une rénovation de toiture, ou au moins une mise au ro, ou une bâche ou un tôlage de la toiture pour préserver le reste du bâti. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est des sujets qu'on a abordés ces dernières semaines. Effectivement, on est tout à fait d'accord sur l'importance de peut-être avoir des petits aménagements. Nettoyer autour, débroussailler. Oui, déjà. Enlever les ronciers qui sont en train d'essayer de pousser par-dessus. De prendre. Donc, et la mise hors d'eau. Mais... Oui, on a fait une commission sur place, il s'est blessé. Oui, il faut faire attention au tétanos sur cet endroit-là. Donc effectivement, voilà, bon, c'est vrai que c'est un beau projet, il y a plein de choses possibles, et l'idée de l'appel à projet aussi, c'est d'ouvrir le champ des possibles d'une manière le plus large possible, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour tout vous dire, j'étais encore avant-hier avec une commission là, autre avec Francis Bedbeder et le Pliadour, des projets, il y en a plein. Mais il faut faire le tri, parce que effectivement, voilà, on s'invente pas du jour au lendemain agriculteur. C'est pour ça aussi que, c'est quand même très important. Hein, vous avez vu aussi qu'il y a quand même des expériences significatives. Il y a même du diplôme qui a été cité dans l'appel à projet. C'est aussi important. Et le CPIE, on travaille très bien avec le CPIE. Je rappelle aussi que voilà, le partenaire officiel de la commune de Saint-Martin, c'est le CPIE. Il y a une convention qui a été faite à ce propos pour ce lieu, et ça nous aide beaucoup d'avoir le CPIE à nos côtés sur ce projet. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et la deuxième délibération, elle est importante aussi, c'est dans la suite logique de toutes nos dynamiques autour des mobilités douces. L'idée, c'est d'installer une démarche différente par rapport au vélo, et je laisse Philippe Pourteau présenter cette démarche. Oui, alors, il s'agit d'un engagement dans la démarche territoire vélo, donc en vue d'obtenir un label territoire vélo. Donc depuis ces 10 dernières années, la pratique du vélo en France est en plein essor, et le nombre et le type d'adeptes ne cessent d'évoluer. Donc la commune met en œuvre une politique volontariste d'investissement dans les voies douces et cyclables, dont une partie très importante participe à la liaison entre la Vélodyssée et la Scandibérique, qui traverse toute la commune de Saint-Martin-de-Seignances du nord-ouest au sud-est. Cet axe principal étant aujourd'hui complété par de nombreux tronçons qui drainent les principaux quartiers de la commune. Donc la commune s'est engagée dans la sensibilisation à la pratique des mobilités douces avec les opérations que nous avons menées à de multiples reprises, comme Tots MBC ou Mobi.
La candidature à l'obtention du label Territoire Vélo concrétise les engagements de la municipalité dans ce domaine et témoigne de la volonté de poursuivre le développement de la mobilité durable. Ce projet rentre dans la dynamique coordonnée du schéma cyclable du Seignance qui sera officiellement délibéré le 15 juin 2023. Ce schéma proposant de multiples actions tout autant destinées aux habitants et salariés qu'aux touristes venant découvrir le territoire. Donc la Fédération française de vélo accompagne ainsi les collectivités dans l'aménagement d'équipements sécurisants, l'accueil des touristes à vélo et l'animation de leur territoire. Donc les enjeux sont multiples. Engagement dans une démarche porteuse autour des mobilités douces et ainsi inscription de leur territoire dans le tourisme de demain. Développement de la clientèle cyclotouristique. La labellisation est soumise à renouvellement tous les 3 ans après évaluation au regard d'engagements prévus au cahier des charges, les critères s'orientant autour de 6 axes: l'accueil, les infrastructures, le cyclotourisme et les animations, les informations cyclotouristiques et les services. Donc la commune et l'office de tourisme du Seignance se sont déjà rencontrés, donc nous avons réalisé des réunions pour échanger sur ce dossier et donc nous nous sommes aperçus que nous cochons déjà un nombre de critères très importants donc qui nous permettent de nous lancer dans cette démarche. Donc il vous est donc demandé ici de délibérer pour déposer la candidature de la commune de Saint-Martin au label Territoire Vélo et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier avec la Fédération française de vélo et à s'acquitter de la cotisation annuelle calculée au tarif de 500 € par an si la FF Vélo donne un avis favorable à la candidature de la commune. Merci Philippe. Donc voilà, c'était pour nous important d'aller jusqu'au bout de la démarche sur la sensibilisation à la pratique du vélo au-delà des déplacements du quotidien. On trouve important d'avoir cette liaison aussi par rapport à, vous l'avez vu aussi, ces repères touristiques. On parle beaucoup de tourisme vert aujourd'hui et la pratique du vélo et le tourisme vert font souvent bon ménage depuis quelques semaines, on le voit. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on va essayer de tenter d'atteindre au niveau de ce label. Par exemple, je le dis, parmi les choses supplémentaires sur la commune, on est en train de regarder l'acquisition de bornes pour du petit matériel de réparation sur la ville, comme ça, voilà, les personnes qui seraient à vélo, qui ont le pneu dégonflé, ils pourraient le gonfler à différents points de la commune. C'est par exemple ça aussi, aller vers ce label Territoire Vélo. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui, Isabelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite erreur dans le considérant qu'on va délibérer le 15 juin 2023? On n'a pas conseillé. Non, on n'a pas du tout. Non, parce que ça c'est le schéma cyclable. Oui, qui sera délibéré le 15 juin. Non, c'est pas le 15 juin parce qu'on l'a pas délibéré. Ouais, mais qui sera délibéré. Non, mais attendez, du coup j'ai le doute. On l'a passé ou pas? C'est la communauté des communes. Oui, ça d'accord que c'est la communauté commune, mais du coup j'ai un doute si on l'a passé en conseil communautaire. J'ai un petit doute. On l'a pas passé à ce conseil communautaire, ça c'est certain. Donc c'est pas au mois de. Donc c'est peut-être celui à venir. Ouais. Peut-être. Voilà, qui sera prochainement délibéré. C'est tout à fait bien joué. Merci Isabelle. Oui, pardon. Oui. Ma remarque porte sur ce fameux conseil qui va délibérer sur un schéma cyclable. Je suis vraiment très très heureux parce que pendant des années, en tant que responsable de ce sujet au sein de la commune, j'avais essayé de convaincre nos collègues du conseil communautaire de mettre en place d'abord une compétence cyclable au niveau de la communauté de communes, compétence sur laquelle les élus de Tarnos se sont toujours opposés à l'époque. Et de guerre lasse, j'avais proposé que nous élaborions au niveau communautaire, sous la responsabilité de la communauté de communes, un schéma cyclable. Je suis très heureux que les élus de Tarnos aient changé d'opinion, parce que je pense que pour notre territoire, il y a énormément de potentiel, et que ce potentiel n'est pas simplement sur la côte, il est aussi à l'intérieur. Et le fait d'avoir un schéma cyclable
nous donnera dans l'avenir des atouts très importants en matière touristique. Et à ce titre, je pense qu'il aurait été intéressant d'avoir une présentation au sein du conseil municipal de ce schéma cyclable. Ah, c'est pas trop tard. Voilà, si ça doit être délibéré, parce que je crois qu'on est tous élus de notre commune, et c'est la même chose pour les autres communes, et les conseillers municipaux, je pense, ont peut-être des idées. Enfin, à titre personnel, je sais que j'ai fait 2 séjours dans des territoires qui sont nationalement reconnus pour leur dynamisme en matière de vélo, je veux dire l'île Oléron et l'île de Ré. Et il n'y a pas que des pistes cyclables. Il y a aussi des itinéraires très très peu circulés, où il y a simplement un plan sur lequel l'itinéraire figure, et puis un balisage, ce qui représente des investissements, somme toute, très très peu importants. Et je suis convaincu que sur notre territoire, sur l'ensemble du Seignanx, on a des tas de voies comme ça, qui pourraient permettre ce type d'aménagement à moindre frais, et qui nous donnerait un atout à partir du moment où on communique sur le sujet à un autre niveau que le seul Seignanx, qui nous donnerait des atouts touristiques qui sortiraient du sempiternel cadre des plages. Voilà. Donc très heureux de ce schéma. Non, mais comme je le disais, c'est vrai que le tourisme vert aujourd'hui et le tourisme vélo, entre guillemets, on le voit, c'est incroyable. D'ailleurs, on a notre adjoint à l'environnement qui l'a pratiqué il n'y a pas longtemps, le tourisme vélo. Du coup, c'est vrai qu'on le voit, ça prend de plus en plus d'épaisseur dans nos. C'est finalement une continuité logique par rapport à aujourd'hui. Moi, je le dis souvent en réunion publique. Je n'ai aucun Saint-Martinois qui m'a écrit pour plus de parking. Par contre, j'ai beaucoup de Saint-Martinois qui m'écrivent, notamment sur les RD 817, pour une voie partagée sur le RD 817. Alors, avec Philippe Jory-Brit absent, on s'y attelle depuis de longs mois avec le département. J'espère qu'on va arriver à concrétiser. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a tous envie d'aller chercher son pain, d'aller au travail en vélo. Voilà, on a inauguré la piste Saint-Martin-Ondre ou Ondre-Saint-Martin dans le sens que vous souhaitez la semaine dernière ou il y a 15 jours. Et on le voit bien, elle est déjà très fréquentée et aussi pour des raisons domicile-travail. Ah oui, là, c'est pas moi qui convie. Les services de la mairie n'étaient même pas invités, donc alors c'est vous dire. Je vous propose de passer au vote. Marie-Christine va participer au vote sur le territoire vélo, label territoire vélo. Marie-Christine, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Donc 2 décisions pour terminer. Dans le cadre du logiciel Abelium, vous savez, c'est le service de gestion informatique pour le service petite enfance, jeunesse, avec le renouvellement qu'on a fait, la version 2. Il y a 9 tablettes qui ont été acquises ou qui vont l'être, du coup, pour un coût de 3192 € TTC pour les 3 services petite enfance et service jeunesse. C'est une décision donc du 5 mai. Et le 16 mai, 11 jours après, vous savez que la commune depuis quelques mois réalise une étude pour la création d'un réseau chaleur sur son territoire. Et donc on travaille cela avec le SIDEC. La deuxième étape est franchie puisque nous avons une fois terminer l'étude avec le SIDEC, on passe avec un bureau d'études, donc c'est bien, c'est positif, ça avance, et là on va aller un petit peu plus loin sur la faisabilité, donc c'est une étude de faisabilité, donc avec un bureau d'études, alors ça m'étonne parce que il y a marqué Bordeaux et Angoulême, et moi j'avais en tête qu'ils étaient de Nantes, mais bon, mais ils ont peut-être des locaux à Bordeaux et Angoulême aussi. Mais j'avais retenu que c'était des Nantais. Pour 19 905 €, je précise que ça ne coûtera pas 19 905 € à la commune, ou c'est si déduit l'aide de... Oui, voilà. Il y a une très grosse aide de 70% d'aide de l'ADEME pour cette étude. Voilà, on est bien d'accord.
Donc voilà pour les deux décisions. Et ensuite il y avait une question diverse pour la police municipale et surtout au-delà de la police municipale, la sécurisation des traversées des enfants, non pas à l'entrée mais à la sortie des écoles. Et effectivement moi je partage, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a souvent évoqué avec Stéphane Maton sur la sortie, avec deux problématiques qu'on a aujourd'hui qui sont un peu toujours les mêmes pour en avoir parlé avec les personnes en responsabilité dans les services, notamment le service enfance. C'est que sur la sortie, il y a un flux qui est totalement différent que sur l'entrée. Et c'est ça qui est perturbant et qui rend la chose un peu difficile. C'est que autant tous les enfants rentrent à 8h30, autant à 16h30, il y a vraiment des horaires divers et sur cela. Donc même en laissant, on va dire 15-20 minutes les policiers municipaux ou des agents municipaux sur la traversée, on n'est pas sûr on va dire de protéger un maximum d'enfants. Il y a aussi un lien qui est fait parce que souvent les enfants qui arrivent par mobilité douce, c'est-à-dire sans leurs parents, c'est peut-être parce que justement les parents travaillent et que du coup c'est plutôt eux qui sont sur le périscolaire le soir, donc du coup qui n'auraient pas besoin de la traversée. Voilà. En tout cas c'est aussi, mais il y a un travail qui est fait en commun sur les 3 groupes scolaires depuis de longues semaines, et notamment un travail aussi avec les AT du Château Rouge, parce que voilà, sur l'insertion au niveau du travail, il y avait un potentiel qu'on avait identifié, et si vous l'avez peut-être vu cette semaine, je crois que c'était mardi, il y a eu un test qui a été fait donc avec 2 agents de l'ESAT sur la traversée. Tout ça, voilà, c'est un peu travaillé en même temps sur cette traversée des écoles, que ça soit d'ailleurs au bourg ou au quartier neuf, mais la problématique est quand même pas simple, quoi. Voilà. Oui, Isabelle. Cette question, elle est venue là ce soir parce que j'ai été témoin vendredi dernier et j'ai eu vraiment très peur. D'ailleurs, j'ai crié, clairement. 16h30 ici, donc je venais en mairie chercher du courrier. Un groupe d'enfants a traversé sur le clouté. Une voiture est arrivée, mais elle s'est arrêtée à même pas 1 mètre des enfants. Vraiment, mais elle a donné un coup de frein. Je trouve bizarre qu'il n'y ait aucun parent qui soit venu en mairie parce que il y avait aussi des adultes, mais à ce moment-là, il y avait vraiment un groupe d'enfants, ils étaient 6 ou 7. Mais ça m'a fait terriblement peur et je me suis dit qu'il allait vraiment arriver quelque chose. Donc c'est pour ça, je me dis, on a 3 agents. Est-ce que, pour les sorties des écoles, on peut pas faire quelque chose, quoi? Parce que là, on n'a pas de police municipale. Je pense que c'est dans les remissions, quoi. Voilà. Et là, j'ai été témoin de ça et franchement, ça a été, c'était assez effrayant, quoi. Voilà. Non, mais je comprends bien, hein, ça évidemment. Bon, malheureusement, c'est pas qu'à 16h30, ça pourrait être à d'autres moments de l'après-midi, mais en l'occurrence là, c'est vrai que sur les sorties d'école. Après, bon, je le mets en parallèle. Il y a tout un travail qui est fait en ce moment sur les mobilités douces autour des entrées d'école. On a fait une réunion justement avec les parents d'élèves et les commerçants de la place Abbé Pierre à ce sujet-là par rapport à des petits aménagements qui vont avoir lieu cet été également. Voilà, la protection des piétons autour de ces centralités d'une manière générale et notamment sur les sorties d'école, effectivement, ça doit être une priorité. Après, voilà, c'est toujours pareil, il y a des choix à faire sur une police municipale comme sur d'autres agents, que ce soit le matin ou le soir, quand ils sont là, ils sont pas ailleurs, quoi. Voilà. Il y a la sortie de fin de journée au collège aussi, qui pose d'énormes soucis, hein, on le sait tous. Donc voilà, forcément il faudra faire des choix, mais effectivement j'entends que la réflexion doit être faite, mais il faut se poser parce qu'il y a beaucoup d'enjeux en fait. C'est pas aussi simple qu'on ne pourrait le penser, hein. Voilà, encore une fois sur les flux, mais c'est un vrai sujet effectivement. On n'a rien oublié, monsieur le DGS? Oui. Qui m'a signalé que les 2 panneaux en bout de la carrière de Lure qui étaient tombés, volés par terre, volés, et qu'il s'est rencontré, il s'est
croisé deux véhicules sur la carrière de Lurk et c'était problématique. Oui, Parce que lui, il s'attendait à être oui. en sens Bon, ça, même avec les panneaux, c'est arrivé même au maire, hein, donc oui, très bien. Non, moi je suis pas au courant, mais on va le faire remonter. Le sens interdit a été volé au bout et ça fait plusieurs fois qu'il est volé. On l'a remis, il a été revolé. Depuis, de toute façon, depuis qu'il y est, ce panneau. Oui. Ouais, ça mais depuis qu'il y est. Mais qu'un sens interdit ou les deux? Parce qu'il y en a deux sens interdits. Là, il n'y en a plus du tout. Là, il n'y en a plus du tout, Voilà. a priori. Ouais. Là, a priori, il n'y en a plus du tout. Oui, il y a les fétichistes du panneau, ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous. Et donc, on se retrouvera pour un dernier conseil avant l'été, début juillet. On n'a pas encore la date. Peut-être le 6 juillet. Merci à tous et bonne soirée.